Et que souvent, dans la finance, même quand on entend parler de gestion de patrimoine, on a l'impression que c'est pas pour tout le monde. On peut ouvrir un contrat d'assurance vie avec un ticket d'entrée de 500 euros. C'est-à-dire, si on comprend pas ce qu'on achète, faut pas l'acheter. Je dis souvent, voilà, si vous savez pas sur quoi vous avez placé votre argent, n'y allez pas. La BHZ League est la chaîne costarmoricaine dédiée aux coworkers résidents, ponctuels et réguliers du BHZ Coworking à Lannion. Rendez-vous chaque jeudi autour d'un café ou d'un thé. Indépendants, start-upers, télétravailleurs, qui sont ces acteurs qui font vivre l'économie locale? Comment s'organisent-ils au quotidien? Ils donnent tous leurs tips de super-héros. Passionnés, challengers, déterminés, découvrez leur parcours, leur activité dans les Côtes d'Armor et même au-delà. Rendez-vous en description d'épisode pour connaître toutes nos actus. Bonjour à vous deux. Bonjour Sébastien. Bonjour. Hello Gaël, hello Sébastien. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel épisode de la BHZ League. Sans Patrick, mais bon voilà, c'est parti. Il fait des petits voyages. On est avec Sébastien aujourd'hui avant de plonger dans un épisode autour de l'argent, un domaine et un sujet très très important et essentiel. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît? Bien sûr. Donc Sébastien Grélier. Donc ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que je travaille dans le secteur de l'assurance de personnes. Et plus particulièrement les placements, on va dire, dans le cadre juridique et fiscal de l'assurance vie. Donc les placements épargne, assurance vie. Et j'ai créé donc mon cabinet de courtage en assurance et de conseil en investissement financier qui s'appelle Luma, Protection et Patrimoine. Voilà, et je suis un petit peu à mi-chemin à la croisée entre le courtage justement en assurance et le conseil en gestion de patrimoine. L'idée étant de protéger l'humain à travers le mécanisme de l'assurance et puis l'optimisation des placements financiers. Voilà. Et ce qui est important, c'est quand on parle de courtage, il y a cette notion aussi d'indépendance, puisque le cabinet ne travaille pas uniquement pour une seule et même compagnie d'assurance, mais a la possibilité de travailler avec plusieurs compagnies d'assurance, sociétés de gestion de portefeuille, donc ce qui permet d'aller un petit peu chercher et personnaliser les solutions pour les personnes. Voilà. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Tu as fait venir plusieurs fois des partenaires depuis quelques semaines où tu as installé au BHZ Coworking. Oui. Il y avait un petit défilé, en effet. Non, c'est important, puis c'est le cabinet, c'est moi-même qui sélectionne en effet les partenaires avec lesquels je souhaite notamment travailler. Et donc c'est hyper important parce que c'est ce qui permet aussi de garantir à la fois la bonne solution demain pour les personnes qui seraient intéressées et surtout le suivi dans le temps. On y reviendra tout à l'heure lors de nos échanges. Le suivi est très important. Voilà, c'est presque le plus important par rapport à l'ouverture d'un placement ou en tout cas la mise en route d'une épargne, quelle qu'elle soit. Pour démarrer, Sébastien, je crois que tu avais une question. J'ai une question qui me trotte un petit peu dans la tête depuis ce matin et il me tarde de la poser. En fait, je voudrais savoir déjà si vous, Gaël et Rosen, est-ce que vous avez des habitudes déjà à titre personnel dans vos façons d'investir, de faire des placements financiers, un budget mensuel, des petites astuces que vous pourriez transmettre et partager. Donc, Alors moi, j'ai pas de budget mensuel dédié à l'épargne. Disons que j'essaye de mettre à peu près 10% de ce que je peux gagner chaque mois de côté. Alors là, c'est là où je vais me faire taper sur les doigts, Sébastien, puisque je mets principalement tout sur mon livret A. On en reparlera plus tard. Et j'ai testé aussi quelque chose d'autre qui est une plateforme en ligne. Je sais qu'elle pullule aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. Ce qu'on appelle du crowdfunding. Ça veut dire que à partir de, il me semble que c'est 100 € au minimum. Donc voilà, on n'a pas besoin d'avoir de grandes économies. On peut les placer dans des projets immobiliers partout en France. Moi, c'est un projet dans les Alpes, dans un chalet, qui, pour tout vous dire, a pris du retard. Donc, il y a déjà là plus de 6 mois de retard. Donc, le projet devait être délivré en 2025. Et là, il le sera a priori en 2026. Donc, pour parler d'investissement, là, pour le coup, c'est un investissement à court terme, puisque j'avais investi en 2023. Toute fin 2022. Donc vraiment à court terme. Et puis sinon, non, j'ai pas de budget, vraiment une enveloppe fixe. Ça va être plutôt un pourcentage, à peu près 10% sur mes livrets. Et toi, Gaël ?
Alors moi, on en parlait tout à l'heure en off. Je me dis à chaque fois que j'entends le mot épargner, à chaque fois c'est c'est un problème de riche. Ça veut dire qu'il faut d'abord gagner de l'argent pour pouvoir l'épargner et gagner suffisamment. Donc, premièrement, c'est ce que j'ai vraiment fait attention ces dernières années, c'est d'avoir un budget mensuel, donc que je pouvais mesurer, que je pouvais essayer d'optimiser pour faire gonfler cette poche de reste à la fin du mois, reste à vivre, on va dire. Le plus du reste à vivre, on vient d'acheter, donc j'ai les bons termes pour les banquiers. Et donc c'est cette poche-là que j'essaye de faire grandir. Donc il y a des mois, peut-être il y a 2-3 ans, c'était 10%. Aujourd'hui, c'est peut-être plutôt 15-20% qu'il reste. Alors ça fait gonfler de la trésor, qui est pas forcément placée ni épargnée. Mais il y a une poche qui reste et qui va pouvoir potentiellement être épargnée. Aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup plus à des plateformes comme Caravelle, qui permettent de faire un plan PER, je crois. Ça me paraît assez sympa. Aujourd'hui, moi, ce que j'aime, c'est une grande indépendance dans la gestion. Et en même temps, ce qui me faisait peur jusqu'à présent, c'était d'épargner, mais de ne pas d'avoir cet argent bloqué. Tant qu'on n'a pas fait, je trouve, un investissement immobilier, donc dans sa résidence principale, tant qu'on n'a pas un petit peu lancé la vie des enfants, on a très peur, je trouve, on est dans un flou artistique de ce qu'il nous faut. Et si on se bloque cet argent qui est évidemment à nous, mais il est bloqué pour une certaine durée potentiellement. Donc je faisais très attention à tout ça. Et voilà, aujourd'hui je suis un peu plus lancé là-dedans. Il y a une petite blague, je vais dire sur l'épargne, c'est les pièces jaunes. Dès que j'ai des petites pièces, dès que j'ai de la monnaie, en fait, je la mets dans un bocal. Dans la logique la fameuse tirelire, le fameux petit cochon. Voilà, mais c'est toujours comme ça. Et à la fin, une fois par an, je sais pas. Déjà, ça fait un jeu pour notre fils Robin. Il adore jouer avec des sous. On lui dit, et on fait très attention à dire non, mets pas l'argent à ta bouche, c'est sale, machin, je sais pas quoi. Parce que c'est des croyances qu'on ancre après. Hein. Donc voilà, et puis après, ça fait les goûters, ça fait les crêpes, ça fait des trucs comme ça, quoi. Mais dès qu'il y a de la monnaie, hop, ailleurs que dans le porte-monnaie. C'est drôle, hein, mais voilà. Pour la blague. Mais c'est génial. Tu sais que, vous savez, Sébastien, Gaël, que moi, je partais en vacances comme ça en étant étudiante. C'est-à-dire qu'on se mettait un budget 10 à 20 euros par semaine dans notre fameux bocal avec mon conjoint. Et on partait comme ça 6-7 mois après en Corse pendant une petite semaine. Enfin, on faisait cet effort-là de mettre de côté dans le fameux bocal. Donc, c'est une belle manière d'épargner. Oui, avec un goal, un but. Oui. On peut épargner... on peut avoir plusieurs lignes, la retraite, les vacances, les études des enfants, la nouvelle voiture ou la maison, et puis mettre un budget en face, quoi. Donc on comprend qu'il y a vraiment différentes façons d'investir ou d'épargner suivant nos différents profils. Selon toi, Sébastien, est-ce qu'il y a des bonnes habitudes financières en tant qu'indépendant à adopter? Et puis s'il y en a, peut-être en 3 grandes lignes, quelles sont-elles? Déjà, ce qui est très bien, c'est que je vais pouvoir rebondir sur ce que vous avez dit précédemment, puisqu'il y a des bonnes choses dans ce que vous avez exprimé qui sont en effet importantes de rappeler, ou en tout cas de préciser. Une des premières choses, je crois que c'est Gaël qui l'a dit, c'est l'objectif. C'est-à-dire avant même de choisir où on va investir son argent et comment on va l'investir, c'est pourquoi on l'investit. Donc ça, c'est très bien, c'est une bonne démarche. Est-ce que c'est pour la retraite, comme tu l'as dit tout à l'heure en faisant allusion au PER, au plan épargne retraite? Est-ce que c'est pour un projet de voyage, comme tu l'évoquais aussi tout à l'heure, Rosen? Voilà, l'objectif est hyper important. Alors, il y a les objectifs qu'on se fixe soi-même,
Et puis, ce qui est important aussi, c'est avec le conseiller financier, lui peut aussi déceler des objectifs auxquels vous n'aurez pas forcément pensé. C'est ça qui est important aussi dans l'accompagnement. J'y reviendrai tout à l'heure et assez souvent. C'est important de se faire accompagner parce que, voilà, certains objectifs de la vie, soit parce qu'ils sont moins gais, le décès, la dépendance, les accidents de la vie, on n'a pas forcément envie d'y penser. Et pourtant, voilà, c'est important de se dire, voilà, c'est des objectifs qu'on espère qu'ils ne vont pas se produire, mais pour autant, il y a peut-être des choses à mettre en place et à anticiper pour Moi, justement. J'ai juste une petite croyance peut-être limitante. Déjà, tu me parles de conseiller. C'est hyper important, oui. Mais est-ce qu'il faut un budget minimum à épargner pour aller voir un conseiller? Alors, donc c'est la deuxième chose que je voulais justement, sur laquelle je voulais rebondir. C'est que souvent, dans la finance, même quand on entend parler de gestion de patrimoine, on a l'impression que c'est pas pour tout le monde. Ou en tout cas, on a l'impression que pour faire cette démarche-là, et encore plus quand on est indépendant, on se dit, bah là, si on a un conseiller indépendant, un conseiller en gestion de patrimoine, il faut tout de suite arriver avec déjà un patrimoine, je dirais, consolidé, éventuellement, à 6 on pense, chiffres. à 6 chiffres, plusieurs biens immobiliers, etc. Non, en fait, on peut démarrer, comme l'évoquait Rosen, avec des petites sommes, ou comme tu l'évoquais, en ayant cette attitude fourmi, de dire à chaque fois qu'il y a une petite pièce jaune, je la mets dans le cochon, etc. Aujourd'hui, pour prendre des exemples assez concrets, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie avec un ticket d'entrée de 500 euros. Alors 500 euros, c'est sûr que c'est pas 10 euros, mais c'est pas 100 000 euros non plus. Oui, Quoi. oui. Donc je veux dire, à partir du moment où on a commencé à avoir cette démarche de mettre un petit peu de côté, on peut en tout cas accéder à des placements financiers qui vont nous permettre de placer notre argent de manière intéressante. J'y reviendrai tout à l'heure un peu plus dans le détail, mais avec des sommes en tout cas accessibles au plus grand nombre. Je pense qu'on peut se permettre de le dire. Donc l'objectif, voilà, est important. La deuxième chose, c'est en effet diversifier. Rosen a parlé du crowdfunding. Alors, je vais éviter l'anglicisme parce qu'il y en a beaucoup dans notre métier, mais alors je suis pas bon au niveau de l'accent. Crowdfunding. Donc je vous invite, voilà. C'est du financement participatif. Voilà. Je vous inviterai à aller sur Google, sinon dans ce que je vais dire, je vais donner les abréviations, puis je vais pas me lancer dans la prononciation. On les mettra en description. C'est ça. Et donc, en effet, il y a plein de variétés de placements. Donc, ce qui est important, c'est de diversifier. Voilà, de ne pas se contenter, même si le livret A qu'on évoquait, ça reste une trésorerie du quotidien et c'est une façon aussi d'épargner. Mais c'est une façon d'épargner sur du court terme. Tout simplement parce que par rapport au rendement qu'apporte le livret A, et quand on le compare avec l'inflation aujourd'hui, on ne gagne pas excessivement beaucoup d'argent. On perd, en fait. On peut même perdre des fois, oui. Mais ça reste une économie parce que au quotidien, on a des aléas qui sont pas forcément prévus. Ça brûle un peu moins les mains que si c'était sur la carte. Ouais, c'est ça. Puis une panne automobile, des choses qui vont nous demander de sortir un peu d'argent. Et le problème, c'est que si on n'a pas cette réserve, en tout cas à travers ces livrets traditionnels que le grand public connaît, on va être obligé de sortir de produits plus rentables qui, eux, ont pas vocation à être des produits pour faire des allers-retours sans arrêt. Et voire même, on en parlera également, tout à l'heure je vais citer les différents risques qu'on peut trouver dans les placements financiers. Et parmi les différents risques, il y a le risque de liquidité. Certains placements, on ne peut pas en sortir comme ça à tout bout de champ. Il y a des durées, il y a des échéances, il y a des placements où il y a plus ou moins d'acheteurs et de vendeurs sur les marchés. Et donc en fonction de tout un tas de paramètres, on dit qu'il y a des placements qui sont plus ou moins liquides, donc sur lesquels on peut avoir plus ou moins de facilité de sortir son argent. Donc c'est important en effet quand même d'avoir un livret A, pour ce quotidien, ces imprévus, sans avoir à sortir des placements de plus long terme. Donc j'ai parlé d'objectifs, savoir pourquoi on met en place la solution, diversifier, et puis en effet l'accompagnement à travers un conseiller et le voir assez régulièrement, quoi. Voilà, personnalisé. Personnalisé, et puis un suivi. C'est-à-dire au-delà de la personnalisation, le monde bouge, l'économie change, et ce qu'on a mis en place en 2024 ne sera peut-être plus adapté à votre propre situation en 2030 et peut-être au monde dans lequel on évoluera en 2030. Donc c'est important de faire évoluer le produit aussi. Donc, régulièrement, pour toi, c'est quoi? C'est une fois tous les 6 mois, tous les ans? Moi, je dirais une fois par an. Ça peut paraître beaucoup pour certains, mais en une année, il peut se passer plein de choses dans votre vie privée, comme au niveau des marchés financiers et puis dans ce qui peut arriver aussi dans le monde, parce qu'on parlera aussi de risques géopolitiques tout à l'heure. Donc une fois par an, ça me paraît être assez important de faire un point. Ça, c'est pas forcément un point qui va durer très longtemps, mais de connaître un petit peu le rendement de l'année précédente, finalement ce qu'on a mis en place l'année dernière, est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Est-ce que vos connaissances aussi en matière financière ont évolué? Parce que vous avez pu être débutant, néophyte au début, vous intéresser un petit peu à la finance et puis finalement vouloir accéder à d'autres produits plus complexes, donc faire évoluer le produit aussi. Donc, Et
les habitudes, si on revient dessus, vraiment en tant qu'indépendant, pour réussir à épargner et à optimiser cette épargne. Est-ce que tu en aurais quelques exemples? Alors, en tant qu'indépendant, souvent, les problématiques qui vont venir le plus souvent, c'est la retraite. Parce que on sait que quand on est travailleur non salarié, il y a cette problématique de retraite, puisque on cotise d'une manière moindre, en tout cas pour les complémentaires, qu'un salarié d'une entreprise. Néanmoins, c'est pas la seule problématique qu'on peut avoir, puisqu'il y a aussi de la trésorerie d'entreprise. Une entreprise, vous savez bien, hein, il y a des hauts, il y a des bas. Ça fluctue. Et ça fluctue, exactement. Donc, c'est important aussi de peut-être penser à mettre en place des solutions pour développer son entreprise. Ça, c'est le scénario plutôt positif. Et puis, faire face à des moments peut-être un peu plus compliqués. Un scénario plus négatif, mais l'épargne financière peut aussi servir à traverser ces périodes-là. Je pense que c'est aussi important, c'est de savoir ce qu'on achète. C'est-à-dire, si on comprend pas ce qu'on achète, faut pas l'acheter. Je dis souvent, voilà, si vous savez pas sur quoi vous avez placé votre argent, n'y allez pas. Alors, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui se sont développées qui permettent d'aider les personnes et les épargnants à savoir ce qu'ils ont acheté dans leurs produits financiers. C'est le fameux document d'information clé. On appelle ça le DIC. Et donc, c'est un document qui, dans le produit, vous avez un DIC pour chaque fonds. C'est-à-dire dans un produit, ça peut être une assurance vie, ça peut être un compte titre. Hein, j'essaie de rester simple dans les termes, mais donc en gros le produit c'est l'enveloppe. Et dans cette enveloppe, vous allez pouvoir y loger des instruments financiers. Donc en gros, qu'est-ce que c'est un instrument financier pour le néophyte qui nous écoute? C'est en gros des actions d'une entreprise, donc des parts du capital de l'entreprise. Ça peut être des obligations. Une obligation, en fait, ce sont des prêts, voilà, puisque les entreprises ou les États ont souvent besoin de flux financiers, donc ils émettent des prêts, et donc nous, on va donc financer ces prêts, et donc on va être remboursé avec un taux d'intérêt comme une sorte de prêt immobilier, mais enfin, je schématise, hein, bien évidemment. Donc une fois qu'on a ce produit, on a des paniers, des fonds. Et donc ces fonds, pour chaque fonds que vous allez souscrire, il y a ce document d'information clé. Et qu'est-ce qu'il permet? Il va vous permettre de voir finalement quel type d'instruments financiers vous avez acheté. Est-ce que c'est les actions? Est-ce que c'est les obligations? Quelle est la stratégie du gérant du fonds? Voilà, comment il sélectionne finalement les actions de ces entreprises en fonction des secteurs, l'industrie, secteur pharmaceutique, les nouvelles technologies avec l'intelligence artificielle qui se développe énormément, les pays, les zones géographiques. Vous allez aussi avoir les performances passées. Et j'insiste, les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est souvent les petites astérisques qu'on voit sous les brochures. Mais ça vous donne en tout cas une indication et un recul sur ce qu'a fait le gérant du fonds sur les dernières années. Alors souvent, vous avez un recul qui peut aller de 2, 3, 5 ans, 10 ans selon les fonds. Vous avez aussi des échelles de risque. J'y reviendrai tout à l'heure dans une autre partie. L'échelle de risque qu'on appelle le SRI. Donc, j'invite nos amis à aller sur Google parce que c'est un terme anglais. SRI, c'est Synthetic Risk Indicator. Donc, Rosane, n'hésite pas à me reprendre. Non, ça va très bien. Voilà. Et en fait, c'est sur une échelle de 1 à 7. 1, c'est pour les placements sans risque. Et 7, vous risquez de tout perdre, mais vous pouvez aussi gagner beaucoup d'argent. Voilà. Parce que plus c'est risqué, voilà. Et plus on a de la chance de gagner de l'argent. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que sans prendre de risque, on gagne rien. Et il ne faut pas non plus prendre des risques inconsidérés. Donc, c'est important. Et donc, vous avez cette échelle qui vous permet dans chaque fonds de savoir finalement le niveau de risque dans lequel vous avez investi. Voilà. Mais tout ça, le conseiller, avant d'arriver au produit, il y a cet échange sur les objectifs, sur votre connaissance, sur votre capacité à subir des pertes par rapport à votre patrimoine, sur votre volonté à prendre des risques plus ou moins importants. Et tout ça, nous, dans l'accompagnement, en tout cas, on prend ce temps-là en amont avant d'aller tout de suite choisir et sélectionner un produit, quoi. C'est vraiment des phases importantes. Et à l'inverse, donc ça, ce sont des bonnes positives, des bonnes habitudes positives, vertueuses. Est-ce qu'il y a des choses à bannir? Vraiment à éviter, les zones d'attention, warning. Ouais, ça serait plus des zones d'attention que des choses à éviter, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, il y a un cadre juridique qui a quand même beaucoup cadré le monde de la finance, même si on a connu des affaires comme Madoff à l'époque, ou qui étaient des investissements pyramidales où les gens ont perdu de l'argent. C'était pas 7, c'était 10. Mais ça existe encore en plus. C'est pas légal. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la réglementation vise à justement un peu encadrer et contrôler tout ça de plus en plus. Donc je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est important finalement, plus que des placements à éviter, c'est finalement comprendre les risques qu'on prend dans les placements.
Donc tout à l'heure, je parlais qu'il y avait différents risques. En fait, vous avez donc les avantages. Les avantages, ça va être le rendement potentiel que vous pouvez obtenir de votre placement, qui peut être vraiment très divers. Hein. Tout à l'heure, j'ai parlé d'actions, d'obligations. On aurait pu parler aussi de crypto-monnaies, parce qu'il y a des gens qui investissent maintenant aussi sur des crypto-monnaies. Donc il y a plein de façons d'investir. Et donc, c'est finalement comprendre les risques qui vont avec et qu'on peut retrouver dans les placements. Alors, je vais en citer quelques-uns et je vais en expliquer quelques-uns pour pas rentrer trop dans le détail, mais vous avez le risque de taux, qui est en gros la variation du taux d'intérêt d'un produit financier. D'ailleurs, en France, on est assez taux fixe. Ouais, c'est exactement. On gère très très mal le taux variable. Mais donc, risque de taux, c'est important de savoir si mon produit est exposé au risque de taux ou pas. Vous avez le risque opérationnel. Le risque opérationnel, c'est le risque, en gros, de l'erreur humaine, on va dire, dans une entreprise. Un des risques opérationnels assez connus, c'était l'affaire Kerviel avec la Société Générale. Mais vous avez pas de la faute. Oui, voilà, mais c'est un risque opérationnel qui peut... Vous avez le risque géopolitique. Vous avez investi dans un pays qui est en train de connaître des mouvances politiques ou un conflit. Forcément, ça peut avoir des répercussions sur les marchés boursiers du pays en question. Des risques de change, parce que vous avez investi dans une autre monnaie. Ah oui. Et donc, forcément, les monnaies, elles fluctuent aussi. Et donc, ça peut être aussi un risque quand vous allez sortir du produit. On a parlé tout à l'heure du risque de liquidité. Et un des risques aussi qui est intéressant, c'est le risque humain. C'est vous-même, soi-même. On appelle ça la finance comportementale. C'est souvent le côté j'ai perdu de l'argent, ça va remonter, donc j'attends. Mais sauf que le produit peut continuer de dégringoler. Ouais. Ou alors l'immobilier c'est une valeur sûre. C'est ce qu'on a tendance à se dire parce que c'est tangible, parce qu'on le voit. Mais et le bon exemple comme quoi l'immobilier reste aussi quelque chose qui n'est pas une valeur si sûre que ça tout le temps. C'est clairement la crise qu'on a connue du Covid, où beaucoup avec le télétravail, il y a des entreprises qui louaient des bureaux et finalement les bureaux se retrouvaient vides. Et dans les produits financiers, on a des produits qui s'appellent des SCPI, des sociétés de placement en immobilier. Société civile de placement en immobilier, parce qu'il y avait le C entre les deux, SCPI. Et certaines avaient vu leur rendement un petit peu chuter, et parce que justement, ils détenaient des produits de bureau qui n'étaient plus loués et qui ont engendré forcément une baisse des rendements sur le produit. Donc le risque humain, les croyances, c'est aussi un des risques financiers qu'il faut prendre en compte. Ouais, c'est ça, on est des fois notre propre ennemi. On dit souvent qu'il faut pas tout mettre dans le même panier. Exactement, la diversification, c'est-à-dire que tout à l'heure j'en parlais en disant acheter des actions, des obligations dans différents pays, ça peut être dans différents établissements financiers et en effet avoir peut-être différents interlocuteurs, pourquoi pas, parce que ça vous permet d'avoir différents sons de cloche. Et puis certains vont se documenter aussi par eux-mêmes, il y a des revues financières qui existent, qui sont plus ou moins techniques en fonction du niveau de connaissance. Et toi, comment d'ailleurs tu te formes, parce que la crypto-monnaie, il y a 15 ans... Ça n'existait pas. Exactement. Alors nous, quand on s'installe, quand on crée un cabinet en tant qu'indépendant, déjà on n'est pas tout seul. On est affilié à des associations qui ont été certifiées par des autorités. Donc moi, j'ai 2 autorités qui encadrent mon métier, parce que je suis d'un côté courtier en assurance de personnes et conseiller en investissement financier. Donc les 2 autorités, c'est l'ACPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, et de l'autre côté, l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Et il y a un écosystème des associations, on va dire professionnelles, où on est obligé de s'affilier à ces associations. Donc il y en a plusieurs. Et donc on a des formations obligatoires tous les ans, un nombre d'heures qu'on doit valider. On est aussi en contact avec les sociétés de gestion de portefeuille, puisque comme je vous disais, en tant qu'indépendant, on travaille avec différents partenaires. Et les gestionnaires des fonds de nos partenaires nous invitent régulièrement à échanger sur les tendances de marché, sur les nouveaux fonds. Là, par exemple, j'ai un webinaire la semaine prochaine sur les crypto-monnaies avec un de mes partenaires pour continuer de me former, d'avoir une expertise qui soit la plus pointue possible. Et puis, si à un moment donné, on n'a pas la réponse, on est comme tout le monde, et on a aussi des inspecteurs des compagnies qui peuvent venir aussi en renfort et apporter leur expertise qui peut être plus pointue si nécessaire en fonction de la demande du client, quoi. Donc on n'est pas tout seul. Et la formation, elle est en continu, elle est même encadrée, quoi. C'est complètement ça. Et comme on parle formation, justement, qu'est-ce que toi, tu penses de l'éducation financière en général en France ? Alors, je trouve que depuis ces dernières années, c'est un petit peu mieux, même si ça peut rester complexe des fois pour des néophytes. Mais là encore, la réglementation est venue un petit peu donner de la visibilité sur les produits financiers. Par exemple, en 2016, il y a un label qui a été créé qui s'appelle le label ISR, investissement socialement responsable, qui a été créé par le ministère de l'économie et des finances en France et qui permet d'identifier des fonds
qui vont investir dans des entreprises en prenant en compte ce qu'on appelle des critères extra-financiers. ESG, si vous avez entendu parler de l'ESG. On en a parlé un petit peu avec Vincent Gilet dans un des épisodes précédents, en tout cas justement de l'obligation pour certaines entreprises, depuis là récemment, depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, de devoir justement partager un rapport sur tout ce qui est extra-financier. Et voilà, extra-financier, donc finalement, c'est quand on dit ESG, c'est le E pour environnement. Donc des entreprises qui vont être soucieuses de leur impact sur l'environnement. Le S pour social, donc la politique des ressources humaines en interne du personnel, la façon dont le personnel est géré et traité, l'égalité homme-femme par exemple dans une entreprise. Et G, c'est la gouvernance, justement pour éviter d'avoir une gouvernance qui soit néfaste pour l'entreprise avec des détournements de fonds et des choses comme ça. Une triple comptabilité, quoi. Ouais, c'est ça. Entre guillemets. Alors après, vous avez des niveaux il y a des fonds qui ne tiennent pas compte du tout de ces critères-là. Il y a des fonds qui vont prendre en compte dans leurs critères de choix, dans les investissements qu'ils vont faire pour promouvoir en fait ces facteurs ESG, et d'autres qui vont carrément chercher à avoir un impact direct, par exemple sur l'environnement, dans le choix des actions ou des obligations que le fonds va détenir. Donc tout ça, c'est classé. Il y a, si je peux aller dans le détail un petit peu, il y a encore un autre règlement qui s'appelle le SFDR. Donc là, je le prononcerai pas en anglais. Allez taper sur Google SFDR. En français. Voilà. Et en fait, le SFDR, il y a 3 articles. Article 6, 8, 9. Et en fait, quand vous voyez article 6, c'est que ces fonds ne tiennent pas compte de ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Article 8, ils prennent en compte ces critères dans le choix en fait des actifs. Et article 9, c'est vraiment pour aller plus loin, ils vont faire en sorte que le fonds ait un impact direct sur ces critères extra-financiers. Donc vous avez le label ISR et vous choisissez le 9. Ouais, alors le problème c'est qu'aujourd'hui sur le marché, voilà, on n'a pas encore une offre très élargie dans les articles 9. L'ISR date de 2016, donc ça commence à se développer, mais vous avez plus d'articles 8 que d'articles 9 aujourd'hui. Donc, mais c'est aussi maintenant des choses. C'est une manière aussi de voter. Hein. Oui, exact. On dit souvent avec sa carte bleue, on peut très facilement voter et orienter des manières de vivre. Ouais, c'est ça. Ouais, que finalement ces choix en épargne et finalement un impact aussi sur l'écosystème, sur notre environnement. Donc l'épargne, on dit voilà, aujourd'hui l'épargne peut avoir du sens et c'est important finalement d'avoir un échange aussi avec les personnes si ces critères sont importants ou pas pour eux dans les choix qu'ils vont faire de leur investissement. Voilà, donc l'éducation financière, elle passe par là, c'est label. Il y a aussi tout un cadre maintenant qui a été aussi rajouté sur le devoir de conseil. Voilà, c'est ce qu'on appelle la directive de distribution des assurances. Aujourd'hui, on ne peut pas vous proposer un produit financier sans s'être intéressé un minimum sur votre situation personnelle, financière, vos revenus, vos objectifs, vos critères extra-financiers ou pas, etc. Donc tout ça, je trouve que ça permet d'y voir un peu plus clair. Et tout à l'heure, je parlais aussi des documents d'information clés où on a l'obligation de remettre ce document qui contient un certain nombre d'éléments. Voilà. Après, ça peut paraître encore, malgré tout ça, assez complexe pour celui qui ne connaît pas tous ces termes-là et qui n'est pas encore forcément à l'aise. Mais c'est pas grave parce qu'on a un super Sébastien justement pour nous guider. Venez au coworking, vous allez tout comprendre. D'où l'importance d'être conseiller en tout cas. Les tables de chevet de Sébastien sont remplies de dicks. Il n'y a que des dossiers. Alors maintenant, il y a beaucoup de digital dans notre métier, heureusement. Ouais, t'as un iPad. Voilà, tout à fait. Ça simplifie quand même les choses. Et l'éducation des enfants, est-ce que tu as quelques petites clés? Est-ce que tu penses que, je sais pas, de l'argent de poche, une tirelire, des petites choses comme ça, des principes, ça peut être positif? Ouais, je trouve que c'est des bons principes. Ce que tu évoquais tout à l'heure, Gaël, notamment avec la démarche que tu avais de tes enfants, en reprenant même l'expression attention, l'argent, c'est sale à la bouche, etc. C'est vrai que voilà, il y a plein de façons, on a vu, d'investir avec du sens ou pas dans nos choix. Aujourd'hui, plus l'enfant sera habitué, en tout cas, je pense, à avoir ce concept et ce réflexe d'épargner, mieux ce sera, parce que on voit bien que depuis quelques années, que ce soit dans le domaine de la retraite, que ce soit dans le domaine de l'activité professionnelle, etc., il y a beaucoup de systèmes maintenant où l'État peut être amené à se désengager pour de multiples raisons, sans faire de politique, mais sur lequel finalement il va falloir qu'on ait aussi le réflexe le contrôle. de contrôler un petit peu aussi ses propres objectifs, les moments de vie où on aura besoin de revenus complémentaires, les moments de vie où on aura des dépenses liées aux études des enfants par exemple, les moments de vie qu'on ne peut pas prévoir, liés aux accidents, et finalement ce réflexe d'épargner, de leur transmettre ça dès le plus jeune âge, c'est hyper important. Et un réflexe aussi très important si on parle produit,
souvent, la tradition, c'était d'ouvrir le fameux livret A qu'on évoquait tout à l'heure pour mettre une petite tirelire en place pour l'enfant lorsqu'il sera majeur. Et ce qui est bien dommage, c'est que l'enfant, cet argent, il ne va pas y toucher pendant un certain nombre d'années, jusqu'à sa majorité éventuellement. Et en fait, ce que les gens ne savent pas toujours, c'est qu'on peut mettre en place des produits de plus long terme en place, même quand ils sont mineurs, comme un contrat d'assurance vie. Et l'avantage, c'est que le contrat d'assurance vie va lui permettre d'avoir un rendement sur la durée qui va être souvent supérieur, en tout cas, au livret A. Et souvent, la particularité de l'assurance vie, c'est qu'il y a une échéance de 8 ans. Alors, ça ne veut pas dire que c'est bloqué 8 ans, mais fiscalement, c'est mieux de sortir son argent après 8 ans. Et donc, l'intérêt pour un enfant mineur d'avoir pris date sur un contrat d'assurance vie, c'est que les 8 ans auront couru, puisque les 8 ans, c'est vraiment la date de souscription qui compte, c'est pas à chaque versement. Et donc, l'avantage, c'est qu'il partira dans la vie active avec un contrat qui aura déjà de l'ancienneté, qui aura déjà fructifié, sur lesquels il aura pu investir dans différents fonds, comme on l'a cité précédemment, notamment des fonds ISR. Et donc, avoir toute cette sensibilité-là, finalement, quand il va démarrer dans la vie active, quoi. Donc, il y a plein de petits réflexes comme ça, et transmettre en effet ces valeurs-là, ces réflexes-là à ses enfants, c'est une très bonne démarche. C'est bien de le faire dans le cercle familial, je pense, parce que à l'école, on n'a pas d'éducation à proprement parler vis-à-vis de l'argent, en fait. Ouais, c'est vrai. Et ça reste complexe aussi, c'est peut-être pour ça aussi bien que... sûr. Ouais, et toi, vis-à-vis d'un indépendant, du coup, est-ce que tu conseilles vraiment d'avoir une cartographie suivant sa rémunération avec des pourcentages, une budgétisation pour un placement en particulier ? C'est compliqué de donner un placement en particulier, parce ça que va c'est vraiment du cas par cas. Okay. Il est coach. La démarche, elle est vraiment... Il est consultant. En fait, la démarche, elle est vraiment au premier rendez-vous la plus importante. C'est-à-dire, au premier rendez-vous, il se passe rien. Il n'y a pas de souscription de contrat. C'est vraiment un échange. Un café, quand même. Un café, ça, c'est important. J'ai même la petite tasse qui est sur l'étagère Luma. Donc, la convivialité est importante. Ça, c'est évident. Mais ce premier rendez-vous, on définit l'objectif. On prend en compte la situation de la personne, ses revenus, ce qu'elle a mis de côté jusqu'à présent, la façon dont elle a investi, tout ce qu'on a dit ce matin. Ces informations-là sont collectées dès le premier échange, dès le premier rendez-vous. Et ensuite, je repars de ce premier rendez-vous avec ensuite un travail qui va commencer derrière. C'est-à-dire que je vais prendre en compte ces informations-là pour aller chercher le produit auprès du partenaire ou des partenaires, parce qu'on peut être amené à proposer et faire différentes propositions, mais qui va correspondre en tout cas aux objectifs qu'on a identifiés dans le premier rendez-vous avec notre premier échange, et choisir les fonds finalement qui vont être compréhensibles de la personne, les expliquer éventuellement, pour que vraiment on soit en phase là-dessus. Donc c'est vrai que je peux pas dire qu'il faut faire plus tel produit qu'un autre, parce que si je connais la situation de Rosen dans le détail, certainement je proposerai peut-être pas le même produit à Rosen que si je découvre la situation de Gaël, qui sera peut-être différente, avec des objectifs en plus différents. Exactement. Voilà. Et donc nous, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir différentes solutions possibles à proposer, différents panels de partenaires, et en fonction de tout ça, on va aller chercher le bon produit ou le bon partenaire, mais je répète, j'insiste, c'est important après de se revoir derrière. Voilà, c'est-à-dire que ça, c'est le premier travail quand on se voit la première fois, mais l'année d'après, il faut se revoir, la situation peut avoir changé. Le café, il faut déjeuner. Voilà. Et puis si Gaël gagne au loto ou Rosen gagne au loto, on change les produits. Et d'ailleurs, comment tu es rémunéré ? C'est qui paye au final ? C'est une très bonne question. Alors la rémunération, maintenant, il y a beaucoup de transparence aussi dans notre métier. Vous avez souvent avant, il y avait des mallettes. Il y a 2 types de rémunération qui peuvent se cumuler ou non. Vous avez des conseillers qui peuvent se rémunérer en honoraires, qui vont facturer le conseil. Comme les avocats. Ouais, tout à fait, complètement. Vous avez après une rémunération qui est liée à des rétro-commissions, c'est-à-dire que sur les frais que vous avez dans le produit, il y a une partie des frais que la compagnie va garder pour elle-même et une partie qui va rétrocéder au cabinet qui est l'intermédiaire en assurance ou en placement financier. Donc ces 2 types de rémunération peuvent se cumuler, ou certains peuvent choisir d'être rémunérés qu'en rétro-commission, par exemple. Et je parlais de transparence parce qu'en fait, quand on vous remet la proposition de produit avant même que vous décidiez ou non de signer ou de vous engager, vous avez le détail des frais du produit, donc de la coquille que vous allez souscrire, et les rétrocessions éventuelles que va prendre le conseiller, ou les honoraires éventuels qu'il vous a facturés.
Et vous avez même les coûts, ce qu'on appelle les coûts de sortie, c'est-à-dire si vous sortez oui. de manière anticipée du produit, les éventuels coûts que vous pouvez avoir en sortie. Alors des fois, ça peut être à zéro, hein, il n'y a pas toujours des frais, mais tout ça, c'est transparent et ce sont des obligations de vous informer de tous ces frais, de la manière dont on est rémunéré en tant qu'intermédiaire. Donc c'est assez rassurant maintenant, ce cadre juridique depuis quelques années qui permet vraiment, en tout cas pour les personnes, d'avoir un maximum d'éléments sur ce qu'ils achètent et sur le coût que ça peut avoir et finalement ce que le conseiller va prendre lui à sa charge également, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais une ressource à partager pour vraiment ceux qui s'intéressent pour creuser, pour s'éduquer, pour est-ce que Des magazines financiers? Magazines, podcasts, vidéos? Oui, alors moi je suis très magazine, moi je suis un peu vieille école encore. Après voilà, on va dire pour quelqu'un, je vais dire débutant, voilà, vous avez, je sais pas si on peut faire de pub, hein, d'ailleurs, je sais pas. Tu peux. Si tu donnes en plus plusieurs noms, il y a Ouais, je vais en donner plusieurs. Bon, vous avez des magazines comme Le Revenu, Mieux vivre votre argent, voilà, qui sont des magazines assez accessibles au grand public, qui restent pas trop techniques, mais qui permettent en tout cas d'aborder un petit peu certaines notions, en tout cas dans les placements financiers. Et après, vous avez beaucoup de magazines plutôt professionnels, on va dire, où là, c'est plus des magazines qui peuvent intéresser, on va dire, le conseiller en gestion de patrimoine ou le courtier, parce que les informations vont être un peu plus techniques. Après, sur Internet, on trouve beaucoup de choses aussi maintenant, de tout. Aussi, il faut faire attention quand même toujours, hein, c'est comme tout secteur d'activité, hein, regardez quand même le type de site sur lequel vous allez chercher l'information, mais au-delà des magazines, parce que encore une fois, chaque cas est particulier, Oui. Et le risque de tout ça, c'est que des fois les gens ont l'impression que ce qu'ils ont lu concerne leur situation. Souvent, j'avais des personnes qui me disaient « Ah bah oui, mais ça se passe comme ça. » Mais non, ça c'est comme ça, mais vous êtes dans telle case, dans telle situation, donc ça sera pas valable pour vous. « Ah mais on m'a dit pourtant les 8 ans, si je sors avant 8 ans, je vais payer une fiscalité. » Si cette personne ne paye pas d'impôt sur le revenu, elle ne paiera pas de fiscalité, même si elle sort avant 8 ans. Donc je dirais que vraiment la meilleure chose, c'est vraiment aller voir un professionnel, aller voir un conseiller et quitte à s'instruire en parallèle, mais voilà, je pense que c'est comme tout secteur d'activité, il y a des choses qui ne s'improvisent pas et il faut aller voir un professionnel, tout simplement. Et en parallèle, ceux qui veulent vraiment écouter un podcast, moi je conseille La Martingale, animée par Mathieu Stéphanie, tous les jeudis matins aussi, comme la BHZ League. Il y a un épisode sur des placements, des investissements, on va dire au sens très large. Ça peut être immobilier, du vin, des Lego, des voitures ou des châteaux, et aussi tout ce qui est produits financiers. Donc ça permet vraiment d'élargir son spectre et de s'éduquer petit à petit, sans avoir, on va dire, d'attente très très précise, mais au moins on s'habitue à parler un peu plus le même langage avec son conseiller. Exactement. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On se dit à bientôt, Sébastien. Merci beaucoup. On peut te retrouver quelque part sur LinkedIn? Alors, on peut me retrouver sur LinkedIn. Oui, j'ai un profil LinkedIn, donc Luma Protection et Patrimoine pour le nom du cabinet. Et puis, bah voilà, je suis basé dans le Trégor, hein, donc je l'ai pas dit en préambule, mais voilà, je suis sur le Trégor notamment. Je peux aussi me déplacer au-delà du Trégor, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et puis, j'aurai bientôt un site internet qui sera en ligne prochainement, donc vous pourrez me recontacter sans trop de difficultés, logiquement. Super. Merci à vous deux. On mettra tout en description. Merci beaucoup. C'était très très intéressant. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode. L'équipe du BHZ Coworking espère que vous avez découvert le profil inspirant d'une entreprise locale. Laissez un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix si le cœur vous en dit. Et on se retrouve jeudi prochain, jour de marché à Lannion, pour le prochain épisode. On a super hâte. En attendant, retrouvez-nous au quotidien sur Instagram et Facebook. Et pour vous simplifier la vie, tous les liens sont en description.